3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Moi j'entame ma dernière semaine de vacances là, avant de reprendre, je vous le promets, sur les chapeaux de roue. Mais j'espère bien que vous avez vu, même en vacances, je ne vous ai pas oublié, j'ai continué à produire du contenu sur YouTube. Et là du coup je me suis dit que c'était l'occasion, je me suis attaqué à un sujet que beaucoup d'entre vous ont réclamé. Maintenant que Stephen Curry est champion NBA pour la 4ème fois et est enfin devenu MVP des finales, pas mal se demandent si sa place dans mon classement all-time a évolué. Et ça je vais vous le dire tout de suite, évidemment que c'est le cas, évidemment qu'elle a évolué, mais la vraie question c'est de savoir à quel point elle a évolué. À l'époque dans mon top 100 j'avais placé le chef à la place 14, mais est-ce qu'aujourd'hui il peut prétendre au top 10 réellement? Eh bien ça tombe bien, c'est parti, c'est exactement ce que nous allons étudier aujourd'hui. Allez, pour commencer, je vais planter le décor et essayer d'évoquer la façon dont je vais procéder pour la vidéo du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais pu produire ce contenu juste après les finales, et la hype aurait pu être énorme juste après que Steph ait enfin reçu son trophée de FMVP. Parce que oui, pour conclure ses playoffs et remporter sa 4ème bague en carrière, le chef nous a délivré une masterclass au match 6, 34 points, 7 rebonds, 7 passes, un titre et ce fameux trophée de MVP des finales à la clé, que demande le peuple? C'est parfait. Et là clairement, moi le premier, je ne vous le cache pas, on avait tous envie de s'enflammer à son propos. Et là clairement à ce moment-là j'entendais dire un peu tout et n'importe quoi, qu'il était le meilleur meneur de tous les temps, no-brainer, qu'il était top 5, voire top 3 all-time. Ça partait loin, mais je vous comprends, c'est le jeu. Voilà pourquoi de mon côté j'ai quand même décidé de laisser le soufflet redescendre, histoire de prendre un petit peu de recul, c'était nécessaire je pense. Calm down, calm down. Aujourd'hui on a tous mieux digéré pour ne pas laisser trop parler nos émotions, et je crois qu'on peut désormais parler de Stephen Curry de manière plus raisonnable. Et même si on le sait, l'élaboration d'un top all-time est un exercice très périlleux, très dangereux et surtout très subjectif, j'ai quand même décidé d'enfiler le bleu de chauffe pour vous livrer mes conclusions. Mais avant de vous les donner, ces fameuses conclusions, faut que je vous explique quand même comment je vais m'y prendre. Pour moi, quel que soit l'ordre dans lequel vous les classerez, il y a au moins 10 joueurs complètement indétrônables dans un top 10 all-time. Impossible de ne pas les mettre. Ces joueurs les voilà dans l'ordre alphabétique pour éviter les débats. Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan et Bill Russell, paix à son âme. À mon sens, impossible d'imaginer une seule seconde d'en sortir l'un d'eux, et même d'imaginer que Steph Curry puisse appartenir à ce cercle de légendes, qui ont tous marqué leur époque de manière indélébile eux aussi. Pourquoi pas un jour, hein, vu comment le chef surprend, mais là, à mon sens, c'est encore un peu tôt. Par contre, dans le pool de joueurs suivants, c'est-à-dire de 7 à 10, voire un peu plus, on pourrait y retrouver Stephen Curry, surtout que ce groupe-là, j'ai décidé de l'élargir au maximum. En comptant les 6 premiers et Curry, ça en fera 15 en tout. Je ne dis pas que c'est forcément les 15 premiers joueurs all-time, mais c'est ceux dont j'entends le plus discuter régulièrement. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le débat, je pense avoir tapé suffisamment large pour que dans ces 15, on ait au minimum les 10 joueurs du top 10 all-time. Parce que oui, en mettant en plus de Curry des gars comme Larry Bird, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Durant, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal et Jerry West, je suis assez persuadé que là on a tous les noms du top 10 de 99% des gens qui se sont un jour prêtés à l'exercice. Mais bref, vous allez me dire, tout ça, c'est bien sympa Guillaume, mais ça sert à quoi? Eh bien vous l'avez deviné, à partir de maintenant, je vais comparer Stephen Curry individuellement à ces 8 joueurs. S'il en domine 5 ou plus, ça voudra dire qu'il peut appartenir au top 10. Si ce n'est pas le cas, ça voudra sûrement dire qu'il est encore trop tôt. Pour parler de ça, je vais utiliser le même thème que celui que j'avais pris dans mon top 100 all-time d'il y a 3 ans, c'est-à-dire la greatness, sous toutes ses formes, dans tous les baskets possibles. L'idée n'est pas de savoir qui serait le meilleur joueur aujourd'hui, en 1 contre 1, mais de savoir quel est celui qui a marqué le plus les esprits. Et justement, c'est là que ça va devenir très subjectif, parce que l'évaluation de la greatness, c'est très personnel, et c'est même très flou pour beaucoup. Chacun a ses propres critères, bien évidemment, et pire encore, ces critères, chacun les hiérarchise différemment. Pour certains, les bagues seront primordiales, pour d'autres, ce sera le pourcentage de victoires en finale, pour d'autres encore, ce sera les stats, chacun son truc, c'est le jeu. Et ce que j'aime bien dans ces débats, c'est que jamais personne n'aura totalement raison, jamais personne n'aura totalement tort, et c'est là que c'est intéressant de confronter nos arguments. Donc oui, je le répète, mais il faut bien le garder en tête, c'est ultra subjectif, et c'est bien pour ça que ça me fait souvent marrer ceux qui jouent leur vie dans de telles discussions et sont persuadés de détenir la vérité absolue. Mais bref, peu importe, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que pour moi, généralement, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et que généralement, pour essayer de débunker au maximum, j'aime vraiment mettre les choses à plat. Voilà pourquoi, afin de mieux l'évaluer, j'ai décidé de diviser la greatness en 10 sous-catégories. Les titres obtenus, les séries remportées en playoff, les trophées de MVP et de MVP des finales, le scoring, la polyvalence, et notamment la défense, le côté clutch, le nombre de records, la longévité, l'impact à la fac ou sous le maillot de l'équipe nationale, et enfin la présence dans la pop culture. Car oui, à mes yeux, ce n'est peut-être pas votre cas,
ça, mais cette hype c'est aussi un réel indicateur dans la greatness. Bon après bien sûr il faudra hiérarchiser, et évidemment que le nombre de titres obtenus sera bien plus important que le nombre d'apparitions au cinéma par exemple. Quoi qu'il en soit, moi je trouvais super intéressant de comparer Curry aux autres dans ces 10 domaines, ce qui nous permettra de voir un petit peu plus s'il peut vraiment prétendre à ce top 10 all-time ou non. Par exemple, Shaq récemment a dit que le chef avait sa place avec lui dans ce top 10 all-time. Moi je veux bien, mais qui est-ce qu'il faudrait sortir dans ce cas-là? C'est là que le casse-tête commence. Alors justement, la moindre des choses, histoire qu'on ait une base pour commencer, c'est d'en parler de Stephen Curry. Déjà vous le savez, et là-dessus il n'y a pas trop de débat possible, il est le meilleur shooter longue distance de l'histoire. Que ce soit en termes de volume ou de pourcentage, en pull-up ou off-ball, le chef a défoncé tous les paliers possibles dans ce domaine. Il a révolutionné le jeu avec son tir et influencé le basket du monde entier. Rien que ça pèse mine de rien. Sauf que révolutionner le jeu c'est excellent, mais il faut aussi savoir prendre du recul sur le passé. Et en 75 ans de NBA, il est loin d'être le seul qui l'a fait. Pareil, être le meilleur shooter de tous les temps ne t'offre pas d'office une place dans le top 10. Des cases, il faut en cocher d'autres. Du coup, reprenons mes critères one by one et essayons de voir où le chef se situe. Pour ce qui est des titres, déjà vous le savez, il en a 4, avec 22 séries de playoffs remportées en carrière. Et pour ce qui est des trophées les plus importants, c'est fort aussi. 2 de MVP plus 1 de MVP des finales, c'est pas mal du tout, surtout quand on sait qu'en 2016, il a remporté celui de MVP à l'unanimité, un truc de grand malade, vu qu'il est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé cet exploit. Ça aussi, directement, ça classe le bonhomme, vous pouvez l'imaginer, mais ça ne peut toujours pas suffire, je suis exigeant. Du coup, on va aller plus loin, et ce qu'il faut savoir également, c'est que Curry est aussi un excellent scoreur. Plus de 24 points de moyenne en carrière, une saison à 32 points et 2 campagnes comme meilleur marqueur de toute la NBA, là aussi, encore une fois, c'est violent dans le domaine, il coche beaucoup de cases, et il faudra se lever tôt pour aller l'attraper. Par contre, là où il pêche un petit peu plus par rapport à d'autres, c'est dans la polyvalence, je pense. Même si en carrière, il tourne à plus de 6 passes par match, il est clairement plus un meneur-scoreur qu'un meneur-organisateur. Et même si en 2016 il a fini meilleur intercepteur de la ligue, impossible non plus de dire qu'il est un défenseur élite, même s'il a fait des progrès dans le domaine. Aucune sélection dans les All Defensive Team dans une carrière qui pour l'instant a duré 13 ans, ça pourrait le pénaliser. D'ailleurs 13 ans de carrière c'est déjà pas mal en termes de longévité, mais c'est sûrement insuffisant pour être ultra marquant comparé à d'autres du top 10 ou du top 15. Je n'ai pas trop de doute sur le fait que le chef fera encore plusieurs saisons derrière celle-là, mais ça on ne peut pas le prendre en compte. L'idée est de savoir où Steph se classe aujourd'hui, pas de faire une projection sur la fin de sa carrière. Il faudra donc s'arrêter à 13 campagnes pour ce critère, pas le choix. Chose à savoir aussi, c'est que malgré les apparences, malgré ce qui se dit, et malgré son excellent shoot, Curry n'est pas non plus le joueur le plus clutch du monde dans l'histoire. Bon attention, le gars est clairement efficace dans les money time, mais à ce niveau-là, quand on parle potentiellement d'un top 10, j'en veux plus. Du coup moi, pour évaluer ce critère et essayer de le chiffrer, parce que c'est pas facile, j'ai décidé de ne garder que les shoots les plus marquants, la crème de la crème. Et ça pour moi, ça ne peut être représenté que par les game winners au buzzer, ce genre de tir qui te fait gagner un match, mais qui en plus de ça ne laisse aucune chance derrière à ton adversaire. Et vous savez quoi, en carrière, ce genre de shoot, Curry n'en a mis qu'un seul, et il est très récent vu qu'il date d'un match de janvier dernier face à Houston. On verra ce qu'ont fait ses concurrents dans le domaine, mais il y a de fortes chances que sur ce coup-là, il perde quelques points. Heureusement, je pense qu'il pourra se rattraper dans les records, colonne dans laquelle Curry est bien présent, je vous rassure. Il est celui qui a marqué le plus de points dans une prolongation, avec 17 unités, celui qui a mis le plus de 3 points en carrière en saison, mais aussi en playoff, tout en étant le joueur le plus adroit de l'histoire sur la ligne des lancers francs en saison. Ça commence à faire. Ce qui peut le pénaliser par contre, même si je sais que certains ne vont pas le prendre en compte, c'est ce qu'il a fait hors NBA, c'est-à-dire à la fac, dans sa petite fac de Davidson ou encore avec Team USA, où il n'a jamais été champion olympique. Même s'il a fini meilleur scoreur NCAA en 2019 et que le parcours de Davidson à la March Madness en 2008 a marqué les esprits, d'autres dans de plus gros programmes ont sûrement fait mieux. Il faudra checker ça, car à première vue ça semble un peu léger. Et si ce n'est pas le cas, d'autres feront peut-être la différence en raison d'un parcours avec la sélection nationale mieux fournie. Curry a été 2 fois champion du monde avec Team USA, et c'est très bien, mais à mes yeux cette médaille est bien moins symbolique qu'une médaille olympique, même si les autres ligues m'intéressent moins que la NBA dans un tel classement, il me semble important de noter ça. Mais bref, pour conclure et aller un peu plus loin, sachez que selon IMDb, le halluciné américain, Stephen Curry apparaît dans 7 œuvres liées à la pop culture. Les plus connues sont les Griffins, les Simpsons ou encore la série Ballers. Ça n'augmente pas son niveau de jeu sur le terrain, mais 7 c'est quand même beaucoup. C'est finalement assez significatif de la hype que le meneur engendre de façon plus globale dans les esprits, et moi je trouve ça parlant dans la greatness, même si par rapport au nombre de bagues, évidemment je le répète, ça restera un détail. Sauf que maintenant qu'on sait tout ça, on est content, mais ce qu'il faut voir c'est si ses concurrents ont fait mieux dans tous ces domaines. Mais avant de faire ces comparaisons, j'ai une question à vous poser, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Quand je vois les stats de tous ceux qui matent là, sans avoir cliqué sur le bouton rouge, ça me déprime, pourtant on est si proche des 50 000 abonnés avant la fin de 2022, donc je compte sur vous. Alors si ce n'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît, allez-y, allez cliquer, allez follow, et aidez-moi à aller toucher les étoiles.
Et dans l'ordre alphabétique, le premier dont je vais parler, c'est Larry Bird. Lui, là où il a marqué les esprits, c'est par son arrogance et son trash talk. Avec une confiance en lui énorme, le mec originaire de la campagne de l'Indiana a juste dominé la NBA sans aucune qualité athlétique grâce à son shoot, sa rage de vaincre et ses fondamentaux. Un truc de ouf. Quand t'as une attitude de fermier, un look de redneck et un tel QI basket, je le conçois, ça peut surprendre. Mais peu importe les apparences, ça ne comptera pas aujourd'hui. Et en fait, quand je réfléchis, je trouve que c'est hyper compliqué de comparer les deux joueurs. Alors commençons par le critère le plus important à mes yeux, le nombre de titres. Et là, bien sûr que Larry est une légende lui aussi. Il ne doit pas son surnom de Larry Legend au hasard. Mais en termes de bague remportée, Curry le domine, vu que l'ailier des Celtics n'en possède que 3. C'est pas mal, mais là ça ne suffit pas. Dans ce critère, il n'y a donc pas à bégayer, c'est une question de quantité. C'est Stephen Curry qui marque le point. Bird en laisse d'ailleurs échapper quelques autres, vu que par exemple, dans sa carrière, il ne possède aucun record historique en NBA. En termes de pop culture, c'est pareil, même si on l'aime bien, le kid de French League, il n'est pas le plus bankable. Après ça va quand même, vu que ses apparitions dans Blue Chips, Celtic Pride, Space Jam ou Futurama ont été remarquées, mais 4 œuvres, c'est moins que les 7 de Steph. Dans ces domaines, c'est comme ça, il n'y a pas à bégayer, l'avantage va à Curry. Par contre, il y a 2 domaines dans lesquels j'ai du mal à les départager. Le premier, c'est le scoring. Bird avait une panoplie de ouf pour mettre la balle dans le panier, tout comme Curry, même si leurs moves n'ont rien à voir. Et ce qui est rigolo, c'est que les deux hommes, à ce jour, présentent exactement la même moyenne de points en carrière, au 10e près, c'est assez dingue. Dans ce domaine-là, du coup, je n'y arrive pas, je ne me mouille pas, je les laisse à ex-aequo. Tout comme dans le domaine de la longévité, évidemment. À ce jour, les deux hommes ont passé 13 ans dans la ligue, et même si, à moins de catastrophe, Curry va très bientôt dépasser ce total, les chiffres nous donnent une égalité. Malheureusement, les blessures au dos de Larry Legend ne lui ont pas permis de perdurer plus. En revanche, les chiffres nous montrent vite aussi qu'avec 23 séries remportées en playoff, 3 trophées de MVP et 2 de MVP des finales, Bird domine dans plusieurs critères relatifs aux playoffs ou encore aux trophées individuels les plus importants. Ça c'est pas mal, et en termes de polyvalence, je pense qu'il n'y a pas vraiment photo non plus, Curry ne peut pas faire le poids. Le Celtic, en plus d'être un gros scoreur, tourne à 10 rebonds de moyenne en carrière, lâche plus de 6 caviars par match, et a même été élu 3 fois dans les teams All-Defensive, car oui, même si la défense de l'ailier n'était pas élite, elle était quand même excellente. Avantage à Bird donc sur la polyvalence. Le même constat est à réaliser sur la clutchitude, et là encore les chiffres ne mentent pas. En carrière, le Celtic a rentré 4 game winners au buzzer, soit 4 fois plus que le chef. Le mec avait un sang-froid fou dans ces moments-là, et le mieux c'est qu'il annonçait à son défenseur à l'avance ce qu'il allait faire. Encore une fois, désolé, mais dans la clutchitude, avantage à Bird. Alors pour finir, observons ce qu'il s'est passé un petit peu hors NBA, et là encore une fois, je n'ai pas hésité. Entre sa médaille d'or au jeu de Barcelone avec la fameuse Dream Team de 92 et son trophée de meilleur joueur de l'année en NCAA en 1979, malgré la défaite en finale, la balance penche pour moi directement du côté de Bird. En vrai, je n'ai même pas besoin d'épiloguer ou même de parler des breloques dorées qu'il a glanées au championnat universitaire ou au tournoi des Amériques. Hors NBA, encore une fois, avantage à Bird, et à première vue, j'ai l'impression qu'il domine dans pas mal de domaines, mais faisons le bilan. Et là, ouais, c'est flagrant, mis à part dans le nombre de titres, où Bird est juste derrière, ou encore les records, Curry ne domine aucun critère important. Sur 10 catégories, l'ailier en domine 7, et même si ok, ça ne veut pas tout dire, je me dis qu'à ce jour, son palmarès, sa légende et sa clutchitude lui donnent une gritness que le chef n'a pas encore. À mes yeux donc aujourd'hui, Stephen Curry reste encore derrière Larry Bird, mais qu'en est-il si on le compare à Kobe Bryant maintenant, qui vient juste après dans l'ordre alphabétique? Là on parle du Mamba, celui que je ne classe pas dans mon top 5 all-time, comme je l'ai expliqué dernièrement, ce qui, je l'ai vu dans les commentaires, a fait sauter au plafond certains gros fans du joueur des Lakers. Clone parfait de Michael Jordan, dans les années 2000, Kobe a éclaboussé toute la ligue de son talent. Doté d'une éthique de travail et d'un esprit de compétition inimitable, l'arrière lui aussi a marqué toute une génération et a révolutionné les esprits. Son tragique décès en 2020 a d'ailleurs sûrement largement encore ancré plus sa légende dans l'esprit de ses fans les plus fervents. Et là déjà on se rend compte qu'avec 5 titres, 33 séries de playoffs gagnées, une longévité de 20 ans et 8 game winners scorés au buzzer, Kobe domine déjà dans tout un tas de domaines importants, parfois même en possédant une avance plus que large sur le meneur de jeu des Warriors. En termes de scoring c'est la même, l'écart est moins important, mais là à mon sens impossible encore une fois de ne pas donner l'avantage au Mamba. Ok, comme Curry il n'a fini que 2 fois meilleur marqueur de la NBA, mais le mec a fait des saisons à plus de 35 points de moyenne, il a atteint 81 points dans un match, et quand il s'agissait de mettre le ballon dans le panier, il n'y avait rien que Bryant ne savait pas faire. Sur ce coup-là encore, avantage Kobe. Concernant la polyvalence, c'est pareil, je ne vais pas débattre pendant 107 ans, je suis désolé. Certes, le Mamba était surtout un scoreur et ses pourcentages n'étaient pas toujours exceptionnels, tandis que son individualisme pouvait parfois sembler critiquable. Toutefois, il était un défenseur d'élite qui est apparu à 12 reprises dans les teams All-Defensive, et voilà pourquoi je lui donne mon point encore dans cette catégorie. Il en va de même pour le domaine de la pop culture, où le Mamba apparaît dans 24 œuvres, de How I Met Your Mother à Very Bad Dads par exemple. Ajoutons à ça l'Oscar que Kobe a remporté en 2018 pour son court-métrage Dear Basketball, et là-dessus encore on ne va pas bégayer, le Laker est au-dessus. De plus, même si Bryant est passé directement du lycée à la fac, et qu'il a donc sauté la case NCAA, il fait sûrement la différence en raison de son palmarès en équipe nationale. Ouais, hors NBA, à mon
sens, ces 2 titres olympiques ont plus de valeur que les 2 médailles d'or aux mondiaux glanés par le chef. On pourrait ajouter l'or au tournoi des Amériques de 2007 pour Kobe, mais c'est insignifiant. Là-dessus aussi, a priori, il a ma voix, et ça commence à faire. Maintenant, attention, Steph va quand même remporter quelques points, parce que là, jusque-là, on pourrait avoir l'impression qu'il prend une dérouillée. Pour les records notamment, vu que Kobe, étonnamment, n'en détient aucun, c'est bien évidemment Curry qui rafle la mise, et pas qu'un peu. Et quand il s'agit des trophées, c'est pareil. Kobe n'a eu qu'un seul MVP, et malgré ses 2 MVP des finales, je pense que les 2 Maurice Podoloff de Curry ont plus de valeur, surtout quand on se rappelle que l'un d'eux a été remporté à l'unanimité de façon historique. Tout ça c'est important et ça rééquilibre quand même pas mal la balance, mais quand on fait le bilan, je pense que ça devient assez flagrant. Parce que oui, pour moi, dominer dans les MVP comme le fait Curry, ou même les records, où il le fait de façon écrasante, ça a son importance, et tout ça je le mets haut dans ma hiérarchie de critères. Cependant, pour être honnête, ça ne me suffit quand même pas quand je vois ce tableau, j'ai du mal à mettre Steph devant Kobe. Ok, pour le moment, ça montrerait que Curry n'est pas top 8, donc on va voir la suite, et est-ce que maintenant il peut passer devant Tim Duncan? Là on parle probablement du meilleur ailier fort de l'histoire, de monsieur fondamentaux, de ce mec si discret, parfois si renfermé, mais fort partout sur le terrain, et doté d'une efficacité assez insane, avec notamment son bank shot dévastateur. Donc ouais, clairement, à première vue là, pour le meneur de jeu des Warriors, ça pourrait être chaud de se dire qu'il puisse aller chatouiller le grand Duncan. Mais bon, pour commencer, déjà il faut savoir que son caractère discret ne lui a pas vraiment permis d'être très sollicité par la pop culture, avec seulement une apparition dans Spider-Man Homecoming, ça montre qu'il n'était pas du genre à susciter trop de hype le Timmy. Mais croyez-moi, lui il brillait ailleurs, un endroit où c'est bien plus important de briller, sur le terrain, où son impact des 2 côtés du parquet était littéralement redoutable. Avec 5 titres NBA remportés, 35 séries de playoffs gagnées, 2 trophées de MVP, 3 trophées de MVP des finales, 3 game winners au buzzer inscrits en carrière, mais aussi une longévité de 19 ans, Tim Duncan s'affiche comme un sacré client. Et là franchement, de manière chiffrée, on peut le voir, il domine le meneur des Warriors dans tout plein de domaines. Ensuite, même s'il est toujours très difficile de comparer un arrière et un intérieur, je pense que rien que par sa défense, le joueur des Spurs est au-dessus dans la polyvalence. Avec 15 sélections dans les All Defensive Team, plus de 2 contre et dire bon en carrière, et même quelques passes décisives, c'est chaud d'affirmer le contraire, il rendait tous ses coéquipiers meilleurs. Alors certes, Curry peut shooter de plus loin, mais ça pour moi, ça rentre plutôt dans le secteur du scoring que dans la polyvalence. D'ailleurs clairement, pour le scoring, on ne va pas se cacher, avantage Curry évidemment. Duncan en carrière, c'est 19 points de moyenne, et rarement en saison il dépassait les 25, il n'y a donc pas débat. Par contre, là où il pourrait y avoir débat, c'est dans ce qui s'est passé dans les autres compétitions, hors NBA. Duncan non plus n'est pas champion olympique, et n'a décroché que le bronze dans la débâcle d'Athènes en 2004. Il cumule cependant 2 médailles d'or au championnat des Amériques et une au championnat du monde universitaire 1995. Ça ne compte pas pour grand chose à ce niveau, et pour le moment je donne clairement l'avantage à Curry. Néanmoins on va le voir, la carrière universitaire pourrait compenser du côté de l'ailier fort. Timmy en une seule saison en NCAA avec Wake Forest a juste tout défoncé, terminant meilleur rebondeur de tout le championnat et en étant tout simplement élu meilleur joueur du pays, alors qu'il n'était que freshman, c'est sacrément violent. Du coup là c'est compliqué, je me dis qu'à l'international, ni Curry ni Duncan n'ont un palmarès élite, il leur manque l'or olympique pour ça. Par contre, à la fac, ce qu'a fait Duncan en seulement une saison me semble complètement exceptionnel, plus que ce qu'a fait Curry. Voilà pourquoi, même si ça se joue à très peu de choses, je mets quand même le grand Timmy au-dessus dans ce critère-là. Puis sur les records aussi, ça se bat, vu que Duncan détient celui du maximum de matchs consécutifs avec au moins un panier inscrit, 1360, un truc de malade, tout en étant le meilleur rebondeur, le meilleur contreur et celui qui a fait le plus de double-double dans toute l'histoire des playoffs. C'est très fort quand même tout ça, néanmoins, les records de Curry me semblent un poil plus importants, et encore une fois, ça se joue à peu de choses, mais là-dessus je donne le point à Steph, ça comparera à celui que j'ai donné à Duncan pour le hors NBA. Mais de toute façon, ces 2 critères, si on fait le bilan, ne changent pas grand-chose pour être totalement honnête. Le visuel là nous montre quand même que Curry n'est pas encore à la hauteur d'un Duncan, même s'il est un meilleur scoreur. En vrai, le Big Fundamentals domine encore aujourd'hui dans tous les critères les plus importants. Impossible donc, à mes yeux, de dire que Curry est au-dessus. Donc là, en plus des 6 que j'ai cités au début, on a au moins Bird, Bryant et Duncan qui, à mes yeux, sont au-dessus du chef. Au mieux, il sera donc à la 10e place. Alors du coup, continuons, et souvent j'entends parler du débat qui existe avec Kevin Durant, son ancien coéquipier, qui 2 ans après le titre des Warriors a décidé de rejoindre la franchise de Golden State. Déjà pour moi, KD est un meilleur scoreur que Steph, plus complet, capable de plus de choses, qui a pu finir à 4 reprises meilleur marqueur de la ligue. Dans le jeu de façon plus globale, je le trouve également plus polyvalent, des 2 côtés du terrain, même si lui non plus n'a jamais eu de All Defensive, son volume me paraît quand même plus important. À mon sens par exemple, l'an dernier, Durant était le meilleur défenseur de son équipe, et Curry, même s'il est loin d'être un trou noir dans le domaine, n'a jamais fait ça. Ça donne déjà quelques petits points pour le Slim Reaper. Ajoutons ses 3 médailles d'or olympiques, sa victoire en Coupe du Monde et sa longévité de 15 ans en NBA, et en vrai j'avoue que KD possède pas mal d'avantages, c'est certain, surtout que dans sa vie il nous a mis 3 game winners au buzzer, ce qui lui donne encore un point. Le gars est un vrai client lui aussi dans la discussion des meilleurs joueurs all-time, il n'y a pas de doute. Alors passons maintenant à la pop culture, où KD a joué dans son propre film, Thunderstruck, mais ça ne lui permet pas de dépasser les 7 œuvres de Stephen Curry, il y a égalité dans le domaine, donc impossible de les départager. Cependant, dans les critères qui
qui me semblent primordiaux, KD en carrière a remporté 2 titres, 21 séries de playoffs, et il ne détient aucun record à part celui d'être le meilleur scoreur all-time de l'histoire du All-Star Game, et ça perso je n'y accorde que peu d'importance. Du coup il faut se l'avouer, ça classe directement derrière Steph dans tous ses domaines, et vu comment ils sont importants à mes yeux, ça pique un peu. Heureusement en carrière il a aussi un trophée de MVP et 2 de MVP des finales. Néanmoins, encore une fois, grâce au MVP unanime légendaire de 2016 détenu par Stephen Curry, là-dessus, encore, je donne l'avantage au meneur de jeu. Et si l'on fait le bilan, à première vue, on pourrait avoir tendance à placer KD devant Steph, mais comme je l'ai dit, ces critères donnent juste un aperçu, et ne peuvent pas représenter la vérité absolue. C'est pas juste celui qui a le plus de check verts qui va forcément remporter le duel. Parce que oui, pour moi, en détenant le double de titres, en détenant plus de records et en ayant plus de MVP, impossible de dire que KD est au-dessus de Curry aujourd'hui. Première victoire donc pour le chef, qui dans le pire des cas, a priori, sera donc au moins dans le top 14. Et vous l'avez compris, pour être dans le top 10 maintenant, il va falloir qu'il passe devant tout le monde dans ma liste, les 4 restants, à commencer par Moses Malone. Lui, pour moi, il est souvent l'un des grands oubliés de l'histoire en raison de la faible exposition qu'il a obtenue dans les médias. Pourtant, il était un bosseur, dur au mal, un vrai compétiteur, qui a fait du bien à tout plein de franchises dans lesquelles il est passé pendant sa carrière. Résultat pour lui, en 21 ans de NBA, 3 trophées de MVP, 1 de MVP des finales, 6 fois meilleur rebondeur, 2 fois All Defensive, une spécialité dans le double-double et une réelle polyvalence qui lui file quelques points en plus de ceux qu'il récupère dans la clutchness au vu de ses 2 game winners au buzzer en carrière. Le souci, même si ça c'est déjà pas mal, c'est que dans toutes les autres catégories, il n'y a rien, ou pas grand chose. Malone n'a jamais eu de carrière internationale ou universitaire et n'a jamais joué dans aucun film par exemple. Malgré une très jolie campagne à 31 points, il n'a jamais non plus terminé meilleur scoreur de la ligue, et ça ne va pas dans son sens. De plus, même s'il est le meilleur rebondeur offensif de toute l'histoire de la NBA, en termes de record, c'est trop faible pour aller test ceux de Steph. Mais ce qui le pénalise surtout, c'est de n'avoir en carrière qu'un seul titre NBA en 1983 avec Philadelphie, et seulement 10 petites séries remportées en playoff en carrière. C'est faible, et ça l'est encore plus quand on compare ses totaux à ceux du chef. Alors oui, j'adore ce joueur qui a connu une carrière mémorable, légendaire, et qui a servi de modèle à beaucoup de joueurs passés après lui, Charles Barkley le premier. Ceci dit, quand on regarde ce tableau comparatif, même si Moses domine quelques critères sympathiques, les plus importants et les plus nombreux appartiennent au chef, qui définitivement se doit d'apparaître devant Moses Malone dans un classement all-time. C'est vrai que l'intérieur, en étant le premier joueur à passer directement du lycée à la NBA, a ouvert la voie à plein d'autres joueurs derrière lui, mais pour moi, ça ne suffit pas dans une telle discussion. Mais bref, du coup c'est cool, on avance, Curry sera au moins top 13, et peut-il viser le top 10 maintenant? Pour ça, il faudra commencer par battre Hakeem Olajuwon, justement l'un des disciples de Moses Malone. Déjà pour ce qui est de la polyvalence, il sera impossible de rivaliser avec le pivot. 2 fois 10 points dans sa carrière et même capable de nous lâcher des quadruples doubles en termes d'impact des deux côtés du terrain, Olajuwon est un monstre, et ce point-là, évidemment il le marque. Et bien entendu, ce ne sera pas le seul, car bien sûr, au cas où vous en doutiez, avec son jeu au poste incroyable, Hakeem the Dream était une vraie légende. Avec son élection de MOP en NCAA en 1983, son statut de meilleur rebondeur universitaire en 1984 et surtout sa médaille d'or olympique en 1996, ses 3 game winners au buzzer et sa longévité de 18 ans, le pivot va encore cocher pas mal de cases. Mais est-ce que ça va suffire tout ça? Eh bien même si ça fait déjà beaucoup, c'est ce qu'on va voir. Parce que ouais, 2 titres NBA et 16 séries remportées en playoff, ça ne fait pas le poids face à Curry. Puis un trophée de MVP, même agrémenté de 2 autres de MVP des finales, ça ne me suffit pas non plus, tout comme sa moyenne en carrière de 22 points par match, lui qui jamais n'a atteint les 28 de moyenne sur une saison. Après, Hakeem est le meilleur contreur de toute l'histoire de la NBA. Tout ça, ça pèse, mais encore une fois, ça ne me paraît pas suffisant pour rivaliser avec les records de Curry. Puis dans la pop culture, Olajuwon n'apparaît que dans un seul film dans toute sa vie, Heaven is a Playground, et là encore, t'es obligé, tu donnes le point à Steph. Et maintenant, si on fait le bilan, ça va aller vite, ça me convient. Le chef domine plus de catégories, et notamment les principales, ce qui est essentiel. Aujourd'hui, je n'ai donc plus aucun mal à mettre Curry devant Hakeem et d'affirmer que le meneur est au moins dans le top 12 all-time, mais c'est pas encore le top 10. Pour y accéder, il faudra dominer maintenant Shaquille O'Neal, qui est un sacré morceau, et là je ne parle pas que de son poids. Ce qui est compliqué là, c'est qu'on va comparer la puissance et la finesse, 2 opposés, et pourtant il y a tout plein de catégories dans lesquelles je n'arrive pas à départager Shaq et Steph. Avec 4 titres NBA, le pivot a autant de bagues que le meneur, et si O'Neal n'a remporté qu'un seul trophée de MVP, il possède tout de même 3 MVP des finales, ça compense. En termes de scoring, c'est pareil, leurs moyennes en carrière sont très proches, autour des 24 points, et tous deux ont terminé à 2 reprises meilleur marqueur de la NBA. C'est serré. Ajoutons à ça que tous les deux n'ont marqué qu'un seul game winner au buzzer en carrière et à nouveau on a une égalité. Du coup c'est chaud, mais après s'il y a un domaine où le Shaq est le GOAT, c'est définitivement celui de la pop culture avec 77 œuvres à son actif. Pas toutes fabuleuses, je l'avoue. Des albums de rap et même un jeu vidéo, chaque fou. De Blue Chips à Kazam, aux Simpsons, en passant par Scary Movie et les Schtroumpfs, le Big Fella a juste tout fait. Puis avec 32 séries de playoffs remportées et une longévité de 19 ans, O'Neal ramasse encore quelques points, ça commence à faire. Surtout
qu'à ça, je vais lui ajouter le point de la polyvalence, grâce à ses rebonds, ses contres et sa triple présence dans les defensive teams, mais aussi le point des ligues diverses hors NBA, grâce à sa médaille d'or olympique 96, son championnat du monde 94 et ses trophées de meilleur rebondeur et contreur NCAA. On a déjà évoqué pas mal de critères là, non? Et le souci, c'est que jusque-là, il n'y en a pas un seul qui réellement va dans le sens de Steph. Heureusement, encore une fois, il y a ces fameux records, car même si Shaq est le meilleur rebondeur offensif de toute l'histoire des playoffs, ça ne lui suffit pas pour lutter. Néanmoins, si l'on fait le bilan, je suis désolé, impossible pour moi aujourd'hui de mettre Curry devant Shaq, tant le Big Cactus semble dominer le chef dans tout plein de critères, importants ou non. Dans le pire des cas, les deux hommes sont à égalité, donc sorry not sorry, mais ça me semble trop tôt, ou encore trop juste pour lui passer devant, et donc pour viser le top 10. Du coup là on a déjà notre conclusion anticipée de la vidéo, mais allez, pour le sport, on va quand même le comparer vite fait à Jerry West, pour voir si Curry peut au moins atteindre le top 11. Et là je ne vous le cache pas, oui, Curry domine, mis à part ses game winners qui lui ont valu le surnom de Mr. Clutch, son trophée de meilleur passeur qui lui apporte une meilleure polyvalence, sa longévité de 14 ans et sa médaille d'or olympique en 1960, West n'a pas grand chose pour lui, encore moins dans les critères essentiels. Du coup vous l'avez compris, aujourd'hui non, même s'il frappe très fort à la porte, aujourd'hui à mes yeux Curry n'appartient pas au top 10 all-time, du moins pas encore. En vrai, qui faudrait-il sortir? Regardez-moi ces légendes. Abdul-Jabbar, Bird, Bryant, Chamberlain, Duncan, James, Magic, Jordan, O'Neal, Russell, tous sont à l'instant présent encore devant le meneur des Warriors à mes yeux. Et mes comparaisons, en fonction de mes critères, ont permis d'illustrer ça, même si évidemment elles ne peuvent pas suffire à elles seules. Oh oui, les arguments des fans de Curry, je les connais. Oui, il a révolutionné le jeu avec son shoot. Oui, il a influencé le jeu de tous les joueurs du monde entier. Tout ça c'est vrai, mais ce dont il faut se rendre compte, même si c'est plus ancien, c'est que dans le top 10, tout le monde a changé le jeu à sa façon, et a eu une influence folle, de Jordan à Shaq, en passant par Chamberlain, Kobe, Duncan et tous les autres. Ce n'est donc pas un critère pour moi. Alors maintenant, je peux comprendre qu'on y attache plus d'importance et qu'on y mette plus d'affect quand il s'agit de Stephen Curry. Parce que oui, ce qu'il a fait, et fait encore du haut de son mètre 90, paraît plus humain et plus accessible au commun des mortels, même si c'est je pense une illusion que ce qu'a fait Shaquille O'Neal par exemple. Néanmoins, ce n'est pas parce que ces mensurations sont plus communes et qu'on peut plus s'y référer que ça en fait un meilleur joueur au final. Alors selon moi, à moins de vraiment placer le shoot et le scoring comme les critères numéro 1 dans un top all-time, pour le moment il est encore trop tôt pour affirmer que Curry possède une place dans les 10 aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, je ne m'inquiète pas, sa carrière est loin d'être terminée. Et quand je vois qu'en 13 saisons, a priori, il apparaît déjà à la 11e place, je me dis qu'il en aura encore des occasions pour gravir les échelons et prendre des places. En revanche là, ceux qui sont déçus, ceux qui sont tristes, ceux qui auraient aimé voir Curry dans mon top 10, je vais tenter de vous consoler avec un petit truc, une petite statistique. Depuis la création de la NBA, il y a quasiment eu 5000 joueurs qui sont passés par cette ligue, et en étant classé 11e, dites-vous que Stephen Curry appartient aux 0,25% qui sont dans la crème de la crème, et ça c'est un truc de grand malade. Voilà pour ce qui est de la place de Stephen Curry, selon moi, dans un classement all-time aujourd'hui, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Du coup, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous mettriez Steph dans le top 10? Si oui, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire qui vous sortiriez justement pour lui faire une place. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang. Et du coup, vous, si vous voulez à votre tour rejoindre cette Dream Team, toutes les infos seront dans la description. A très vite.